Bienvenue donc pour cette session qui va être consacrée donc au PXT 3003 dans la CMT 1A avec les analyses de l'essai de phase 3 en cours, et nous sommes particulièrement heureux donc d'accueillir Hugo Brugière. Vous êtes président directeur général de Farnext. Donc je vous laisse peut-être pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes phases de l'essai ? Oui, alors effectivement, d'abord, merci de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir venir aujourd'hui. La communauté française de Charcot-Marie-Tooth, c'est évidemment quelque chose auquel nous sommes très attachés depuis des années. Donc, très heureux d'être ici. Alors effectivement, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases précliniques, il y a eu des phases cliniques, phase 2, phase 3, deux phases 3. Nous arrivons là maintenant au bout de notre deuxième phase 3. Donc effectivement, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de le revoir dans la présentation dans quelques minutes. Mais c'est quand même plus de 10 ans de recherche aujourd'hui sur la CMT1A. Très bien. Je vous laisse peut-être présenter en avant. cette étude. Voilà, bon, on a essayé, et je remercie d'ailleurs très sincèrement et chaleureusement les équipes de Farnext qui ont travaillé sur cette présentation avec moi pour aujourd'hui. On a essayé de faire quelque chose de très didactique. On a essayé de ne pas assommer. Donc vous me dites, si jamais on est assommant, je suis assommant, vous me le dites, et on essaiera de faire les choses un petit peu différemment. En tout cas, on a essayé de faire quelque chose de très didactique et de très grand public, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement des malades qui sont avec nous, mais aussi sans doute des familles, il y a peut-être aussi des proches. Et donc le but du jeu, c'était d'essayer de vulgariser un petit peu à la fois ce que l'on a fait et où est-ce qu'on en est. Bon, vous voyez, évidemment, on commence sur cette première partie. À part parler de la CMT1A, je pense que tout le monde en long, en large et en travers ici aujourd'hui le connaît. Ce qui est très important, c'est surtout de bien voir que aujourd'hui, c'est surtout la résultante d'une duplication du gène PMP22, parce qu'on va en reparler dans quelques secondes. C'est évidemment important. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, en termes de traitement, on n'a pas grand-chose sur la table, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre candidat en développement clinique à un stade avancé. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu dans les différentes phases ? Premièrement, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'était la partie préclinique. Donc évidemment, la partie préclinique, vous voyez résultat chez le rat CMT1A, ça a son importance, ce n'est pas un rat normal, c'est un rat sur lequel on a retravaillé la surexpression du gène PMP22. Et ce que vous voyez, c'était le tout début de Farnext. Le tout début de Farnext, avec ces résultats précliniques qui démontrent ce qui est le plus intéressant, c'est surtout dans le graphe que vous voyez, ce qui est rouge et ce qui est bleu. Vous voyez que les rats CMT1A qui étaient traités placebo versus les rats PXT 3003 avaient une surexpression du gène PMP22 qui était tout à fait différente, avec en fait 31% de moins pour les rats qui étaient traités au PXT 3003. Bon, je ne vais pas non plus vous assommer avec les images que vous avez de l'autre côté, mais ce que l'on voit globalement, c'est on voit une augmentation du nombre d'axones myélinisés et de leur diamètre pour des rats CMT1A, encore une fois, traités sous PXT 3003 versus ceux qui étaient sur placebo. J'attire aussi votre attention sur ce que vous avez en haut, c'est la composition du PXT 3003. Je pense que tout le monde est aussi à l'aise avec ça aujourd'hui. Le PXT 3003 aujourd'hui, c'est du naltrexone, du baclofène, du sorbitol, une association des trois. Et cette association des trois, c'est le PXT 3003 à différentes doses que l'on va revoir dans un instant. Donc, préclinique, rat CMT1A, on voit, il se passe quelque chose. Voilà, surexpression du gène PMP22 qui baisse pour ceux qui sont traités. Et donc, on rentre à ce moment-là dans ce qu'on appelle la phase 2, 80 patients dans 6 centres en France, entre 2010 et 2012. D'ailleurs, je pense qu'on a certainement aujourd'hui avec nous des patients qui ont connu cette étude qui nous regarde. Je les salue avec amitié. L'objectif à l'époque, c'était à la fois d'évaluer la tolérance du produit, mais également de regarder et d'évaluer les premiers signes d'efficacité de PXT 3003 contre placebo dans 3 doses différentes. Donc vous avez 4 groupes à l'époque entre 2010 et 2011, un groupe placebo, 19 patients, un groupe dose faible, 21, un groupe de dose intermédiaire et un groupe de dose forte. Ce qu'on voit, là encore, je ne vais pas vous revenir en long, large et en travers sur tout ça, vous connaissez sans doute déjà bien ces études-là, mais je trouve que c'est intéressant d'en refaire un petit rappel, c'est le graphe de droite. Et vous voyez en fait sur le score ONLS que les patients qui étaient en placebo ou dose faible voient en réalité une dégradation de leur état sur le score ONLS,
versus ceux qui sont en dose intermédiaire qui avaient une stabilisation, ce qui est déjà une victoire, hein, une stabilisation, et avec ceux qui étaient en dose forte qui, eux, voient une amélioration de leur état sur, là encore, le score ONLS. Et avec surtout, ce qui était presque le plus important, un très bon profil de sécurité et un très bon profil de tolérance. Parce que si effectivement le produit fonctionne, mais qu'il est ni sûr ni toléré, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Phase 2, donc préclinique chez le rat CMT1, ça marche bien. Phase 2, 80 patients en France, ça marche bien. Donc on rentre en phase 3. On rentre en phase 3 et effectivement, première étude de phase 3, 2015-2018, 30 centres dans le monde, Europe, USA, Canada, 323 patients inclus à l'époque, avec l'objectif à la fois d'évaluer toujours la tolérance et la safety, mais également de, cette fois-ci, regarder l'effet de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. De PXT 3003 contre placebo, 3 groupes, un groupe placebo, un groupe dose faible, qui, évidemment, il y a une petite astuce dans cette présentation, la dose faible de cette phase 3 était déjà la dose forte de la phase d'avant. C'est la dose forte. Et vous avez la dose forte qui, elle, est le double de la dose forte qui avait été donnée lors de la phase 2. Donc, on est effectivement dans 3 groupes, placebo, dose faible, dose forte, durée de 15 mois, conclusion, c'est ce que vous voyez dans le graphe. On voit un groupe placebo avec 87 patients qui, de son côté, étant toujours un score ONLS, il y a une régression sur la partie du groupe placebo, une stabilité du groupe dose faible et, pour le coup, une amélioration des patients en dose forte. Là, je vais devoir malheureusement vous assommer 2 secondes, mais la p-value, hein, donc la valeur d'efficacité du médicament sur par rapport au placebo est positive à ce moment-là sur cette étude. Autrement dit, on arrive, avec cette première étude de phase 3, à démontrer qu'il y a effectivement un bénéfice du PXT 3003 par rapport au placebo. Et donc, on a une efficacité significative du PXT 3003 sur le placebo. Alors, vous allez me dire, pourquoi, si c'était positif et pourquoi, si ça fonctionnait, vous en avez remis une couche et vous avez eu envie de refaire une étude de phase 3. Alors, on va y revenir dans 2 secondes, mais je pense que c'est important d'avoir cette image-là aussi parce qu'elle va justement vous permettre de comprendre pourquoi on a refait une phase 3 et surtout, elle va nous permettre dans 2 secondes, quand on va reparler un petit peu plus du futur, elle va nous permettre de comprendre sur quoi on est en train de baser notre espérance sur le médicament. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est les 3 phases que nous avons connues dans notre phase 3. C'est-à-dire la première, ce que vous avez le plus à gauche, c'est la partie de 15 mois de la phase 3, elle en double aveugle, contrôlée par placebo. Et vous voyez donc les 3 groupes, le low dose, le high dose et le placebo. Et là, si vous regardez bien sur le petit graphe, vous avez un petit truc gris au milieu. Ce qui s'est passé, c'est que dans la haute dose, au milieu de la phase 3, il y a eu un problème qui est apparu, c'est que nous avons vu des cristallisations, des cristaux apparaître dans des bouteilles qui étaient liées à la très forte dose du PXT 3003. Il a donc à ce moment-là fallu sortir les patients de l'étude, lever le double aveugle, et donc nous avons à ce moment-là perdu des patients. Nous avons perdu des patients dans la statistique, hein, j'entends, on ne s'est pas perdu au sens propre, ils vont très bien, donc, mais nous avons perdu, et donc effectivement, on a un peu amoindri la puissance statistique de cette partie-là. Donc, effectivement, il a fallu, et vous le verrez dans 2 secondes, il a fallu en tirer des conclusions, et conclusions qu'on a tirées. Bon, ceci dit, pour rester quand même sur ce graphe sur lequel on ne reviendra pas forcément, vous voyez cette phase de 15 mois, elle donne lieu à une première phase d'extension de 9 mois, dans lequel ceux qui avaient la low dose ont continué la low dose, ceux qui avaient la dose élevée ont continué la dose élevée, et tous ceux qui avaient placebo ont été séparés en 2 groupes, ceux qui ont pris la faible dose, ceux qui ont pris la forte dose. Ça a duré 9 mois. Et au bout des 9 mois, tout le monde est passé sous la haute dose. Phase qui s'est terminée, j'imagine et je pense que vous aurez des questions sur le sujet, qui s'est terminée en janvier dernier. 48 mois. 48 mois de phase d'extension. C'est évidemment quelque chose de colossal. C'était un engagement de Pharnext à l'époque de dire on permettra d'avoir ce médicament tant qu'il n'y aura pas d'autorisation de mise sur le marché. C'était une promesse à l'époque de Daniel Cohen, hein, qui avait fondé Pharnext et que lui aussi je salue s'il nous regarde aujourd'hui. C'est assez inédit. C'est-à-dire quand vous regardez, on est à 15 mois plus 9 mois plus 48 mois, on est à presque 6 ans
d'études sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui, même si Farnex devait être un échec, on en reparlera en 2 secondes, on espère que ce ne sera pas le cas, même si ça devait être un échec, de toute façon, il y a des données qui ont été collectées pendant ces 6 ans qui seront cruciales et qui vont être essentielles pour l'ensemble de la communauté de patients dans les années à venir. Parce que c'est une base de données et c'est une mine d'informations que nous mettrons évidemment avec un immense plaisir à la disposition de la communauté dans son sens large, parce qu'on n'est pas fait au moins tout ça pour rien, si jamais on ne venait à ne pas aller au bout. Donc, voilà le sujet, ce que je vous expliquais il y a 2 secondes, problème de formulation. Et donc à ce moment-là, tous les patients sous forte dose passent sous double faible dose, c'est-à-dire on prend 2 fois la dose faible et puis on en fait une dose forte. Bon, il y aura sans doute des questions dessus, je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez également, c'est que malgré tout, les résultats de l'étude ont montré qu'elle était statistiquement significative et que la p-value était positive. Malgré le fait qu'on ait perdu la moitié de nos patients sur la dose forte, la p-value était quand même positive. Donc vous allez me dire, mais alors pourquoi vous avez vraiment été vous embêter et vous enquiquiner à vous recogner une deuxième étude de phase 3 ? Vous auriez raison de poser cette question, et bien vous l'avez sur la slide. La FDA nous l'a recommandé, et vous savez comme moi que quand la FDA vous recommande quelque chose, vous considérez que ça relève plus de la notion d'ordre que de la notion de recommandation. Et donc, elle nous a demandé effectivement de conduire une nouvelle étude clinique de phase 3 supplémentaire, la deuxième que nous sommes en train de terminer. PXT donc 3003, ce que l'on voit ici dans cette analyse, alors, ce qu'on voit, en vrai, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire des graphes scientifiques, on ne voit pas grand-chose. Je vais quand même essayer de vous le décrypter, le truc. C'est que, globalement, ça, c'est les résultats de la phase d'extension. Sur 6 ans, on voit quoi ? Ce que vous avez en blanc, c'est la période de double aveugle. Ce que vous avez en vert clair, c'est la première phase d'extension qui a duré 9 mois. Et ce que vous avez en vert foncé, c'est la deuxième phase d'extension qui a duré donc 48 mois. Ce que vous voyez à gauche, c'est les patients qui ont été initialement traités par du placebo. Ce que vous voyez à droite, c'est les patients qui ont été initialement traités par PXT 3003. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les patients qui ont été traités par placebo, globalement, au niveau de leur état de santé, de l'amélioration de leur état de santé, il ne se passe rien pendant la période où ils sont en double aveugle placebo, versus ceux qui sont traités dès le début en double aveugle placebo, où il y a une amélioration significative de l'état de santé de ce groupe. Extension, toujours, il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là, voire rien en réalité, sur la partie PXT 3003, dose faible de ceux qui avaient été sous placebo. Et à partir de l'extension 2, là, tout le monde est traité et on revoit à nouveau une amélioration de l'état de santé de ces patients. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on sait que la maladie de Charcot-Marie-Tooth comme ça de type 1A a une évolution extrêmement lente. Donc aller essayer de regarder l'évolution de la maladie sur 12 mois ou sur 15 mois, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que les données à 6 ans que nous avons collectées, elles ont de l'intérêt. Parce que 6 ans, c'est plus 12 mois ou 15 mois, et ça évidemment met une connotation, une saveur un petit peu particulière sur le sujet. Donc deuxième phase 3. Deuxième phase 3, on remet le couvert et on y retourne. Et on arrive donc avec cette étude qui est présentée devant vous. 387 patients, 50 centres dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Israël, de 2018 à 2023, pour rebelote, essayer de regarder l'effet placebo contre PXT 3003. Bon, cette fois-ci, on n'est pas maso, on ne fait plus que 2 groupes, on a arrêté avec nos doses faibles, nos doses fortes, nos intermédiaires. On prend la dose la plus élevée de PXT 3003 contre placebo et on arrive au graphe que vous avez à droite. Et là, surprise. Surprise, évidemment. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire les graphes, je vais vous le décrypter dans 2 secondes. Surprise, triple surprise lorsqu'on ouvre ça. Surprise parce qu'encore une fois, la préclinique, elle dit il y a quelque chose qui se passe et qui est quand même significatif. La phase 2, elle dit, il y a quelque chose qui se passe et la p-value, elle est positive. La première phase 3 dit, il y a quelque chose qui se passe et la p-value, elle est positive. Donc on se dit, bon, on y va, on fait une deuxième phase 3, c'est une formalité administrative. Chère, la formalité administrative, on en parlera peut-être, mais chère, mais formalité administrative. Et là, on arrive à ça. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe ? On voit en réalité que globalement, le bon côté de la chose, c'est que la courbe verte, c'est les patients traités PXT 3003. La courbe rouge, ce sont les patients placebo. On voit quand même que donc plus vous montez, plus l'état de santé du groupe de patients s'améliore.
plus vous descendez, moins ça va bien. Première surprise, on ne retrouve pas ce qu'on a vu ni dans notre phase 2, ni dans notre première phase 3, ni ce qu'on aurait pu imaginer suite aux essais précliniques. Donc là, première surprise. Deuxième surprise, quand on regarde bien les courbes, il y a un premier décrochage extrêmement fort au début. Vous avez en bas V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ça, ce sont les visites. C'était des visites de trimestres. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc. Vous voyez quand même que ceux qui sont les patients, le groupe de patients traités au PXT 3003 a quand même un état de santé qui est au-dessus, s'améliore au-dessus de ceux qui sont placebo. Mais normalement, si vous regardez bien le truc, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout que le groupe placebo, il s'améliore. Et ça, c'est embêtant. Deuxième surprise, c'est qu'effectivement, on se dit, non seulement on ne confirme pas ce qu'on a vu dans nos 10 ans d'essais cliniques dessus, mais en plus, on voit que quand on regarde toujours sur l'ONLS à 15 mois, donc là, on se rend compte que l'état de santé de tout le monde s'améliore, y compris les patients placebo. Ça, évidemment, ça va à l'encontre de la littérature scientifique sur la maladie. Et c'est effectivement un grand choc. Je crois que le professeur Attarian est là aujourd'hui, pourra nous en parler peut-être dans quelques minutes, parce qu'il a vécu avec nous. Il était un des key opinion leaders de cette étude. Il a vécu avec nous en direct cette ouverture des résultats. Et donc, effectivement, grosse interrogation sur comment les interpréter. C'est pour ça qu'il y a encore un gros analyse en cours en jaune, parce que vous allez voir dans quelques secondes qu'on a creusé un peu l'analyse. Et troisième surprise, c'est qu'en fait on voit que malgré le fait que les courbes, le groupe de PXT est au-dessus du groupe placebo, en fait on voit qu'à V6, les courbes s'inversent. Et que donc, en réalité, si on devait faire une extrapolation un peu je veux dire, non scientifique, désolé au professeur Attarian de cette encartade, mais en fait, on pourrait presque se dire qu'à V6, les patients qui sont traités avec du placebo vont mieux que les patients qui sont traités avec PXT 3003. Donc, cette courbe, globalement, elle est effectivement assez embêtante parce qu'on se dit qu'on a peut-être loupé un truc. Alors pour autant, on se dit, on ne va pas se laisser avoir, on va quand même essayer d'aller creuser. Notre critère principal d'efficacité, c'était l'ONLS. Notre deuxième critère, donc le critère secondaire, c'était le CMTNS. Bon, ça, je ne vais pas non plus revenir en long, en large et en travers dessus. Et là, on voit quand même des choses intéressantes. Première chose intéressante, dans l'analyse des sous-groupes, analyse que nous menons conformément à notre protocole. On n'a pas notre protocole d'analyse statistique. On a copié-collé ce protocole d'analyse statistique entre la 1 et la 2. Et on a donc un des sous-groupes qui avait été identifié, que l'on regarde. Premier sous-groupe, ceux qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 25. Bon, je vous la fais courte, les maigres. Indice de masse corporelle inférieur à 25, on voit quoi? À gauche, vous avez le placebo. Vous voyez une stagnation, puis petit à petit une dégradation de l'état de santé du groupe placebo. Et à droite, vous avez le groupe traité. Et donc, dans ce groupe traité, vous voyez que ceux qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 25 ont là, effectivement, une amélioration significative de l'état de santé donc de ces patients sous PXT 3003 dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 25. Je vous le fais encore différemment. La p-value de ce groupe est positive. La p-value des patients qui sont maigres, je vulgarise volontairement, pardonnez-moi tous ceux qui en ligne se disent « Mon Dieu, quelle vulgarisation atroce !» Mais les patients maigres, plus maigres, ont une p-value qui est positive. Première chose intéressante quand même, c'est-à-dire que on est en train de se dire, effectivement, d'un point de vue global, ce qu'on voit, c'est pas dingue. Par contre, quand on rentre dans des sous-groupes, c'est intéressant. Deuxième sous-groupe que l'on regarde, les jeunes. Même combat. On se rend compte en critères d'efficacité secondaire CMTNS que là aussi, on a une amélioration statistiquement significative des patients de moins de 45 ans sous PXT 3003. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'ils soient jeunes, donc ils sont maigres? Je ne vais pas aller jusque dans ces analyses sociologiques de bas étage, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez les patients de moins de 45 ans, on arrive à démontrer, là aussi, donc une analyse, une amélioration statistiquement significative de l'état de santé. Donc l'analyse est toujours en cours, mais c'est quand même intéressant. Troisième chose intéressante, parce qu'on n'a quand même pas que des mauvaises nouvelles, troisième chose intéressante, c'est qu'on se rend compte assez vite que dans cette étude, les patients ont bien été randomisés comme il le fallait en double aveugle, mais n'ont pas été bien randomisés par centre. Autrement dit, nous avons des centres qui ont eu que des patients CMT, traités au PXT 3003, ou des centres qui n'ont eu que des patients CMT qui ont été traités au placebo. Que placebo ou que produit. Quand on enlève ces centres, qu'on a qualifiés nous un peu d'aberrants,
on arrive quand même à garder 87% des patients inclus. Ce qui est quand même encore suffisant, c'est-à-dire que le nombre de patients que nous arrivons à avoir est quand même encore suffisamment significatif et on arrive à avoir de la puissance statistique suffisante. Et ben, quand on enlève ces patients, ces centres dans lesquels il n'y a eu soit que des placebos, soit que des PXT 3003, et bien là, avec les 87% de patients restants, on arrive à une p-value positive. Et on arrive donc à démontrer une efficacité de PXT 3003 sur cette étude. Ce qui est évidemment un peu rageant. C'est-à-dire qu'on est effectivement, là aussi l'analyse est en cours, c'est de se dire quel peut avoir été cet impact. Et d'ailleurs, on sera très heureux d'entendre je crois qu'il y a une table ronde juste après. Il y a peut-être parmi vous des experts qui ont des idées sur la question, mais en tout cas, la conclusion que nous on peut en tirer, c'est ça. Voilà. Donc, globalement, cette phase 3, elle est en demi-teinte. Et ça aussi, on va en reparler dans 2 secondes, c'est que ça aurait été presque plus simple que ce soit blanc ou noir. C'est-à-dire, on ouvre les résultats en décembre, ça marche pas, fin de l'histoire. Là, quand on voit effectivement que même les placebos s'améliorent, on se dit, bon, il y a un truc qui marche pas. Est-ce qu'on n'essaye pas finalement, pour prendre une image, de peser une plume avec une balance industrielle et puis de se dire, la plume, elle pèse rien et la balance industrielle, elle marche pas. En réalité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste qu'on est en train de regarder le mauvais prisme pour analyser quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Donc, effectivement, il y a cette première question qui s'est posée. Et la deuxième question, ça a été de se dire qu'est-ce qui se passe dans les sous-groupes. Et là, dans les sous-groupes, on voit quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, les jeunes et les maigres, la p-value, elle est positive. Elle est positive, clairement. Il n'y a pas de doute, d'interprétation. Est-ce que, et c'est la question qu'on s'est posée en décembre, on reparlera peut-être après encore une fois de la façon dont on a fait les choses, mais est-ce que ça valait le coup à ce moment-là de se dire, bon bah tant pis, on ferme tout et on plie les goals. Encore une fois, je pense qu'on a aujourd'hui l'un des seuls traitements qui a des chances, même si elle a pris quand même une balle dans le genou et une dans le pied, d'arriver sur le marché. Je pense que ça mérite qu'on aille au bout de la réflexion. Et donc, on en arrive effectivement à le résumé des résultats cliniques, c'est ce que je viens de vous dire. Bonne tolérance de PXT 3003. Ce qui est important aussi quand même, c'est qu'il y a en moyenne une absence de détérioration de l'état de santé des patients dans tous les essais cliniques, y compris dans notre phase d'extension à 6 ans. Les patients traités sous PXT 3003 à 6 ans, le groupe en moyenne, ne voit pas une détérioration de son état de santé sur 6 ans. Donc, et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà une stabilisation de l'état de santé sur 6 ans, c'est déjà une bonne nouvelle. Il faut quand même à un moment donné se dire les choses. Quand même des résultats significatifs d'efficacité dans la phase 2, dans la première phase 3, des bénéfices durables, donc après 6 ans, ce que je viens d'expliquer, durant la durée totale de la première phase 3 et de l'extension. Et en phase 2, quelque chose qui est pas facile à interpréter, deuxième phase 3, je veux dire, pardon, très difficile à interpréter, mais positif chez l'IMC inférieur à 25, positif chez les moins de 45 ans, et positif si on prend des centres qui avaient été équilibrés et qu'on enlève les centres qui n'ont traité que du PXT ou que du placebo. Prochaines étapes. Parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde se dit. C'est ok, super. Maintenant que tout le monde a eu en janvier, tout le monde a eu des espoirs douchés chez les patients, chez les praticiens, chez Farnext. Moi, j'ai des collaborateurs qui travaillent là depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans donnés de leur vie pour cette maladie et pour la soigner. Donc évidemment, ça a été une petite douche froide pour tout le monde. Mais il y a quand même des prochaines étapes, parce qu'on a effectivement, on a retroussé les manches et on a dit, on va quand même pas se laisser abattre comme ça. Encore une fois, il y a des lueurs d'espoir dans cette noirceur. Et donc voilà les prochaines étapes. Prochaines étapes, d'abord, on a aujourd'hui un partenariat avec l'université de Göttingen et avec plusieurs universités allemandes qui sont en train de nous transférer des datas d'histoire naturelle de la CMT1A sur plusieurs années. On va aller déjà, c'est dans les semaines à venir, nous allons aller comparer ces datas d'histoire naturelle avec nos datas de l'étude d'extension que nous avons sur 6 ans. Et on va essayer d'aller regarder ce que ça donne. Est-ce que la courbe ONLS de l'histoire naturelle prend une certaine inclinaison? Et est-ce que notre courbe à nous est parallèle ou est-ce que notre courbe à nous, elle décroche ou elle remonte? Mais en tout cas, est-ce qu'à un moment donné, elle se dissocie de cette courbe d'histoire naturelle? Première chose, dans les semaines à venir, qui va être menée et qui, évidemment, sera un élément important d'une autorisation de mise sur le marché. Je ne vais pas vous rappeler, parce que malheureusement, ça s'est pas très bien fini il y a 15 jours pour eux, mais Amylyx, qui était aussi une combinaison de 3 génériques comme Farnext, a obtenu son autorisation de mise sur le marché conditionnelle sur la base de ces données d'histoire naturelle comparées à ces données à eux. Deuxième chose sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est que nous avons une deuxième phase 3,
Oui, parce qu'on était un petit peu fous. On s'est dit, tiens, si on était monté 2 phases 3 en même temps. Et donc, on a une deuxième phase 3 aujourd'hui en Chine qui se termine dans quelques semaines. On aura les résultats avant l'été. Est-ce que cette phase 3, elle est sur 176 patients chinois. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment commencé par aller regarder le profil des patients. Ils sont globalement plus minces et plus jeunes. Donc, on va voir. On va déjà voir s'il y a effectivement une confirmation de ce que l'on a vu. Le protocole de l'étude, surtout, il est le même que celui des études Farnex, mais surtout de la première phase 3. Donc on devrait avoir un copier-coller de la phase 3. C'est le même produit, puisque je vous rappelle qu'on a changé de formulation aussi entre la première phase 3 et la deuxième phase 3. On est passé de petites bouteilles à des sachets. Est-ce que la formulation a eu un effet aussi? Bon, on verra grâce à cette étude-là. Et pour le moment, les premières analyses de tolérance confirment le profil de haute sécurité et on devrait donc avoir les résultats dans les semaines à venir, avant l'été dans tous les cas. Si les résultats de l'étude chinoise sont positifs, on ira engager un dialogue avec la FDA et avec l'EMA pour demander une autorisation de mise sur le marché. Il faut être très honnête, la probabilité qu'on obtienne une autorisation de mise sur le marché comme ça, totale et sèche, est à peu près proche de 0 au vu des résultats qu'on vient d'analyser. En revanche, avoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au vu de tout ce que l'on donne, une phase 2 positive, une première phase 3 positive, une deuxième phase 3 avec des sous-groupes qui réagissent de façon intéressante. En face de ça, une étude chinoise qui donc, on part du postulat, aura été positive. Un besoin pas adressé aujourd'hui, qui n'est pas près de l'être. Un très bon profil de safety. Voilà, la question dans ce genre de cas, au niveau de la FDA, c'est effectivement de se poser la question de se dire, rien ou ça, finalement, qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le mieux entre rien ou ça? Bon, attention, je ne dis pas qu'il faut le prendre par dépit. Je pense vraiment, encore une fois, et d'ailleurs, les très nombreux retours de patients qu'on a reçus depuis la fin de l'étude le démontrent. Il y avait un certain nombre de patients qui avaient pris un grand bénéfice de la chose. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'ai été un peu plus long que ce que l'on avait prévu, mais l'idée c'est de rafraîchir un petit peu toutes ces phases et puis d'être transparent, le plus transparent possible sur où est-ce qu'on en est avec nos forces, avec nos faiblesses. C'est pas gagné. On va quand même pas sortir de là en se disant c'est merveilleux, Farnex vient de nous expliquer qu'il serait sur le marché l'année prochaine, mais c'est pas perdu non plus. Merci, voilà. Merci beaucoup Hugo Brugère. C'est vrai que c'était important que vous puissiez rappeler toutes ces étapes. Merci aussi pour la vulgarisation. Comme ça, on a tous, je pense, bien compris. On va vous retrouver dans quelques minutes pour la table ronde, mais peut-être, Alexandre, une réaction ou une question. Juste, je voudrais, parce que Farnex, c'est une longue aventure. C'est une aventure qui date depuis longtemps, sur laquelle il y avait beaucoup d'espoir. Ces espoirs se sont quand même effectivement réduits, on l'entend, avec ces derniers résultats qui sont surprenants, déroutants, décevants, on l'a dit. Il y a encore une lueur d'espoir et on attend ces résultats de la Chine. Mais je voudrais quand même dire que tout ce qui a été fait, il n'y a rien de perdu. L'expérience Farnex, l'expérience qu'on a eue avec l'acide ascorbique, on apprend aussi de tout cela avec ce premier essai, ce deuxième essai. Et on a besoin d'essais comme celui-là pour avancer, faire progresser les choses. Et donc, quoi qu'il arrive, on avance, on progresse, et même si c'est un échec, on apprend nos échecs. Et je voudrais qu'on retienne aussi ça et qu'on ne soit pas complètement dépité. On apprend énormément, c'est comme ça qu'on progresse. Donc merci déjà à Farnex pour tout ce qui a été accompli. Merci aux patients parce que c'est une implication forte. Merci aux cliniciens investigateurs de cet essai. Quoi qu'il arrive, tout ce qui a été fait, merci pour tout ça. Et merci Hugo Brugère. Et donc on se retrouve dans 2 minutes pour notre table ronde. Merci beaucoup.